Merci, Vénérable Président. Nous avons deux préoccupations qui sont adressées à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, lors de son adresse à la Nation devant le Parlement réuni en Congrès le 28 novembre 2024, le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a enjoint au gouvernement d'accélérer la réforme des codes usuels engagés depuis plus d'une décennie. Car, dit-il, seule une justice impartiale et un contrôle performant pourront nous garantir un service public de qualité et nous aider efficacement à lutter contre la corruption et autres antivaleurs. C'est en cela qu'il nous faut encourager toutes les opérations de vérification prévues ou menées dans les structures de l'État. À titre d'illustration, le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement de bourse. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans laisser les traces? Question. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le gouvernement de la République a déjà saisi le ministère public suite à cette dénonciation du président de la République en vue de l'ouverture d'une information judiciaire? Deuxième préoccupation, Vénérable Président, toujours adressée à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Dans une interview accordée à Marie-Jeanne Serbin-Thomas pour le magazine Brune, vous avez abordé la problématique relative à l'ambition de la République du Congo d'accéder au statut de pays émergent en 2025. À cet effet, vous avez affirmé que le pari sera tenu parce que nous allons récupérer les 5 à 6 années perdues par les crises économiques, financières, puis sanitaires, qui se sont enchaînées en 2014 et 2021. Et s'il y a un différé, l'émergence sera constatée en 2030 ou 2031. Nous sommes convaincus que pour réaliser cet objectif d'ici 2031, la préoccupation d'accéder à l'émergence ne peut reposer uniquement sur les gouvernants. Elle requiert également l'implication active de tous les citoyens, chacun à son niveau. Ainsi, il est essentiel d'établir un contrat social entre le gouvernement et les citoyens pour que ces derniers se sentent aussi responsables que les autorités dans l'atteinte du dit objectif. Question. Le gouvernement de la République peut-il nous communiquer officiellement les critères économiques et sociaux retenus d'un pays dit émergent dans un délai raisonnable et s'engager à publier à un intervalle régulier les indicateurs relatifs pour leur appropriation par tous dans le but de permettre d'améliorer la responsabilité citoyenne vis-à-vis de ces enjeux. Telle est l'économie, Vénérable Président, de mon intervention. Je vous remercie. Vénérable Thierry Goma, pour vos deux questions. Oui. La première porte sur une saisine du ministère public en vue de l'ouverture d'une information judiciaire à la suite des premières conclusions du recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques, et la seconde sur les critères économiques et sociaux retenus d'un pays dit émergent, et l'engagement à publier à intervalles réguliers les indicateurs y relatifs pour leur appropriation par tous, dans le but de permettre d'améliorer la responsabilité citoyenne au regard des enjeux. Sur la question des bourses, le vénérable sénateur pose une question qui touche à une problématique majeure de notre gouvernance. La transparence et la lutte contre les pratiques qui affaiblissent nos institutions publiques. En effet, lors de son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, Son Excellence le Président de la République a révélé la mise en lumière d'un écart significatif
dans les dépenses liées aux bourses étudiantes. Après l'enrôlement effectué au cours de cette année et après les résultats du recensement biométrique, l'État devrait décaisser 3 milliards de francs CFA par an pour ces bourses, alors que 9 milliards étaient auparavant exigés. Cette situation soulève des questions légitimes sur la gestion des fonds publics. Je voudrais faire observer et souligner que c'est sur instruction du président de la République que le gouvernement a mené l'opération d'enrôlement biométrique des étudiants pour l'attribution du NIU dans le lancement. Le 4 décembre 2023 s'est fait en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Comme nous procédons aux exercices d'enrôlement biométrique dans plusieurs administrations publiques, comme nous avons commencé à le faire au sein de la fonction publique. Cette opération, s'agissant des étudiants, a permis d'assainir le fichier des bourses en retirant les étudiants qui, parfois entrés en activité en devenant salariés dans les secteurs tant publics que privés, continuaient à percevoir indûment la bourse. Ce nettoyage se fait conformément au règlement en vigueur. Nous avons également constaté que de nombreux étudiants ne se sont pas fait enregistrer lors de la dernière campagne de bourse, pour diverses raisons. Soit pour certains parce qu'ils étaient conscients qu'ils pouvaient être surpris ou être pris en flagrant délit d'irrégularité de perception de bourse et ils ont hésité. D'autres parce que, certainement, ils ne croyaient pas à l'effectivité de cette opération que nous étions en train de réaliser. Ce qui explique en partie la réduction des effectifs des boursiers et par conséquent la réduction de l'enveloppe allouée désormais au paiement des bourses. Souvenez-vous, vénérables sénateurs, qu'ici même, il fut un temps, nous avons été interpellés sur le fait que nous ne payions pas les bourses des étudiants. Et Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, le Premier ministre lui-même, vous avez rassuré que nous avons pris l'option de refaire d'abord un enrôlement biométrique pour nous permettre de maîtriser le fichier. On avait rassuré que nous ne voulions plus continuer à payer les arriérés parce que parfois ces arriérés profitaient à des bénéficiaires qui n'étaient plus sur le banc de l'université et qu'on était en train de négocier avec les partenaires sociaux, donc avec les syndicats des étudiants, pour nous donner la possibilité de ne payer d'abord que l'encours, ce qui nous a permis justement de maîtriser le flux financier réel pour ces bourses. Et pour poursuivre ce travail d'enrôlement, nous avons même donné un délai supplémentaire pour permettre à d'éventuels retardataires ou à ceux qui ne trouvaient encore aucun intérêt à l'opération d'aller se faire enrôler. Le gouvernement ne cessait de dire que la maîtrise du fichier était un préalable à la reprise du paiement des bourses. Cet objectif étant en voie d'être atteint, le service de la bourse devrait pouvoir reprendre de façon régulière. C'est le cas en ce moment. Les arrières accumulés entre-temps seront apurés au fur et à mesure de l'apparition de l'aisance budgétaire. Pour l'heure, la bourse en cours a commencé à être payée. Je crois même, depuis hier ou depuis ce matin, les ministres pourront me le confirmer. Mesdames les sénateurs, je tiens à être clair, et je suis d'accord avec vous. Lorsque l'enquête administrative en cours sera achevée, aura révélé des actes de malversation ou de fraude dont se seraient rendus coupables certains fonctionnaires, par exemple, en dehors des étudiants qui auraient pu tromper la vigilance de l'administration, le gouvernement saisira sans délai le ministère public pour l'ouverture d'une information judiciaire. En rappelant que le procureur de la République peut aussi s'auto-saisir ou se saisir proprio motu pour engager des procédures. Mais pour le moment, nous sommes en pleine compétence de procédure enquête administrative. Je demande simplement au vénérable sénateur Goma et à tous nos compatriotes de faire confiance. Les résultats de l'enquête administrative seront rendus publics, ainsi que nous l'a prescrit le président de la République. Vénérable Thierry Goma, s'agissant de votre seconde question, vous rappelez une de mes interviews accordées à Madame Marie-Jeanne Serbel-Thomas pour le magazine Brune, dans lequel je parlais de l'émergence de mon pays, l'émergence de notre pays, en disant
que nous avions la possibilité de rattraper les 5 années écoulées qui nous ont causé beaucoup de problèmes depuis la crise économique de 2014 jusqu'à la situation de Covid et espérer prolonger l'échéance de l'émergence. Vénérable Président, vénérable Sénateur, un État sans vision est un État qui se meurt. La littérature spécialisée nous indique, puisque vous voulez connaître les caractéristiques d'un État émergent, qu'un pays émergent est celui dont le PIB par habitant, bien qu'inférieur à celui des pays développés, connaît un taux de croissance rapide du PIB qui repose sur une structure économique diversifiée, un pays dont le niveau de vie converge vers ceux des pays développés. Les indicateurs permettant d'évaluer l'émergence sont principalement le niveau du PIB par habitant, le taux de croissance de ce PIB, le niveau de diversification de l'économie, son taux d'industrialisation. Ces indicateurs sont régulièrement publiés par le gouvernement, la Banque centrale, le FMI ou la Banque mondiale. Ils permettent de comparer un pays à d'autres. Enfin, un autre critère qui mérite d'être mentionné est la stabilité politique. Les institutions politiques doivent être stables pour permettre la mise en place des politiques de longue durée. Construction d'infrastructures, par exemple. C'est une réalité dans notre pays. Oui, je disais qu'un État sans vision est un État qui se meurt. Rappelez-vous, vénérable Président, vénérable Thierry Goma, que nous étions pays à faible revenu jusqu'à ce que nous soyons considérés comme pays pauvres, très endettés, et que nous sommes devenus pays à revenus intermédiaires. L'élan pris devrait être maintenu et amplifié. Entre 2000 et 2015, le taux de croissance avait atteint un rythme soutenu. Le PIB par habitant était en amélioration. Les crises mondiales diverses ont cassé cet élan. Mais depuis 2022, et je rappelle qu'entre 2000 et 2015, nous avions toujours une croissance positive, qui avait atteint parfois jusqu'à 11%, dépassé donc, atteint les 2 chiffres. Les crises mondiales diverses ont cassé cet élan. Entre 2016, où nous avons commencé à connaître une croissance négative de moins de 10%. Mais depuis 2022, la croissance revient. Lentement, certes, mais elle revient. Autour de 0% en 2021, sinon moins 0,6%, elle est passée à 1,8% en 2022, 2% en 2023, 2,6% en 2024 et une projection de 3,7% en 2025. Celle de 2024 étant en estimation, je me dois de le dire. Sur le front de la diversification de l'économie, des appels sont lancés notamment pour intéresser les investisseurs nationaux et étrangers à l'exploitation, par exemple, des usines que nous avons construites et installées dans la zone industrielle de Maloko pour booster l'industrialisation. Nous travaillons à développer l'agriculture et l'option a été prise par tous les États de la CEMAC de mettre en œuvre des politiques d'import-substitution. Le programme de création des zones économiques spéciales a été lancé. La mise en œuvre des infrastructures routières qui améliorent la circulation des biens et des services se poursuit. Le système de télécommunication se modernise. La connexion Internet se densifie et la 5G a été lancée dans notre pays. Voyez-vous, vénérables sénateurs, si nous apprécions là où nous nous trouvons par rapport à là où nous étions il y a une quinzaine, voire une dizaine d'années, et en tenant compte de tout ce qui a pu entraver la réalisation de notre ambition, je peux vous dire que nous sommes en train d'avancer. C'est mon sentiment. Nous avons chevillé en nous cette ambition de l'émergence, parce qu'il en faut pour aller loin et parce que l'on aime ce pays. Je vous invite à être toujours dans la même disposition d'esprit, à avoir cette ambition et à la garder. C'est une ambition dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Vénérable sénateur, je vous remercie.